Bonjour, je suis le professeur Naïma Sbel. Au sein du module Physiologie de la nutrition, nous allons traiter ensemble les principales maladies nutritionnelles. Dans cette première vidéo, nous allons voir un type de malnutrition qui est la malnutrition protéino-calorique. Alors, on va d'abord commencer par une introduction générale du cours. Alors, la malnutrition, selon l'OMS, désigne les carences, les excès, bref, tout déséquilibre de l'apport énergétique, protéique et ou nutritif. Alors, la malnutrition comprend deux grandes catégories, la dénutrition et la surnutrition. La dénutrition, elle peut être due soit à une ration alimentaire qui est insuffisante par rapport aux besoins énergétiques. La dénutrition peut aussi être due à une malabsorption et ou une utilisation biologique insuffisante des nutriments consommés. Alors, la dénutrition se traduit habituellement par une perte de poids corporel. Alors, quant à la surnutrition, c'est un état chronique d'absorption d'aliments en quantité excessive par rapport aux besoins énergétiques et qui engendre soit une surcharge pondérale, soit une obésité. Alors, les différentes formes de la malnutrition sont représentées dans cette photo. Ici, on a un individu normal, c'est-à-dire sa taille et le tour de taille correspondent à son âge. On a ici un individu retardé en taille, c'est-à-dire il est de petite taille, sa taille ne correspond pas à son âge. On a un individu maigre, c'est-à-dire le tour de la taille ne correspond pas à sa taille. Ici, on a un individu qui est retardé en taille et qui est maigre. Et aussi, ici, on a un individu obèse, c'est-à-dire on a un tour de taille qui excède de beaucoup, sa taille. Alors, ce déséquilibre nutritionnel, il constitue un réel problème de santé, que ce soit dans les pays sous-développés que développés. Que cela soit par excès, c'est-à-dire une suralimentation, ou par insuffisance, c'est-à-dire une dénutrition, toute altération de l'état nutritionnel va augmenter la morbidité, c'est-à-dire les causes de la maladie, et va constituer un facteur de risque pour de nombreuses pathologies telles que le cancer, l'obésité, l'ostéoporose, c'est une maladie qui est caractérisée par une fragilité excessive des os, le diabète, l'acné, les maladies cardiovasculaires, les maladies thyroïdiennes en rapport avec les carences en iode, les anémies par manque de fer et l'hypercholestérolémie par excès d'absorption de corps gras. Alors, on va commencer par les maladies de carence nutritionnelle ou bien de dénutrition. Alors, c'est quoi les maladies de carence ou bien la dénutrition? Les maladies de carence sont bien sûr des états pathologiques qui sont caractérisés
par des signes cliniques précis. Alors, je précise, un signe clinique, c'est un signe qui est détecté au simple examen par la vue et par le toucher. Alors, ces signes cliniques vont résulter de l'insuffisance d'un nutriment dans le régime alimentaire. Bien sûr, ces signes cliniques peuvent être prévenus ou traités par l'administration de ce nutriment, c'est-à-dire du nutriment manquant. Alors, cette insuffisance en nutriments peut prendre deux formes, soit quantitative, soit qualitative. Alors, quantitative, c'est-à-dire une insuffisance globale représentant surtout une insuffisance calorique. Qualitative, dans ce cas, les troubles sont provoqués par un déséquilibre entre les constituants de la ration avec une carence qui porte électivement ou bien spécifiquement sur les protéines ou bien les protides, c'est la malnutrition protidique. Donc, on peut avoir soit une malnutrition calorique ou bien une malnutrition protidique. Alors, en effet, ces deux insuffisances caloriques et protidiques sont souvent assez associées. Ainsi, on va employer le terme de malnutrition protéino-calorique, MPC, ou malnutrition protéino-énergétique, MPE. Alors, ajoutons que des carences nutritionnelles parfois très graves peuvent être provoquées par des déficiences en micronutriments, c'est-à-dire des déficiences en oligo-éléments et en vitamines. Alors, quelles sont les causes de la dénutrition? Les causes de la dénutrition qui se traduit généralement par une perte de poids sont variées. Soit on a un apport alimentaire insuffisant par rapport aux besoins énergétiques, soit une malabsorption des nutriments. Les nutriments ne traversent pas la barrière intestinale et ils ne peuvent pas parvenir dans le sang. Une utilisation biologique insuffisante des nutriments consommés, comme c'est le cas par exemple dans le diabète sucré. Le sucre il est là, mais il ne peut pas pénétrer à l'intérieur de la cellule à cause d'un défaut des récepteurs de l'insuline. La perte anormale de nutriments, par exemple lors de la diarrhée où on a une augmentation du transit intestinal, ce qui fait que les aliments n'ont pas le temps d'être absorbés. Dans le cas aussi de l'hémorragie et la glycosurie, c'est-à-dire l'élimination du glucose dans les urines. Et certaines maladies telles que l'anorexie mentale où le patient est incapable de se nourrir, le cancer, une maladie rénale ou une mauvaise dentition. Alors, on va commencer par la malnutrition protéino-énergétique ou bien protéino-calorique. Alors, quelle est la définition de la malnutrition protéino-énergétique? Alors, la malnutrition protéino-énergétique, c'est l'ensemble des conditions pathologiques qui surviennent lorsque l'alimentation n'arrive plus à satisfaire les besoins de l'organisme en protéines et ou en énergie. Alors bien sûr, ces manifestations sont variées et sa gravité peut aller de la perte de poids et du retard de croissance jusqu'à certains
syndromes cliniques sévères comme le marasme et le Kwashiorkor. Alors, la MPE touche surtout les enfants au cours de croissance dont les besoins en énergie et en protéines par unité de poids sont très importants. Elle serait la conséquence d'un sevrage trop brutal et d'une diversification mal conduite de l'alimentation du petit enfant. Alors, les enfants courent les plus grands risques de santé à partir de l'âge de 3 mois environ jusqu'au moment où ils sont capables de se nourrir seuls vers l'âge de 3 ans. C'est la période au cours de laquelle diverses pratiques de sevrage peuvent altérer l'état de nutrition de l'enfant. Alors, les formes cliniques de la malnutrition protéino-énergétique sont le Kwashiorkor, le marasme et la forme mixte qui associe marasme et Kwashiorkor. Alors, on va commencer par le Kwashiorkor. Alors, cette pathologie, elle résulte d'une carence en protéines alors que l'apport calorique total est suffisant. Alors, signalons que le régime alimentaire équilibré doit comporter en joules 55% de glucides, 33% de lipides et 12% de protéines. Alors, le Kwashiorkor se manifeste le plus souvent à l'époque du sevrage, surtout si l'enfant passe brusquement de l'allaitement à un régime essentiellement composé de céréales. Alors, je précise que les céréales, ce sont des plantes qui sont cultivées pour leurs graines, utilisées dans l'alimentation de l'homme ou bien des animaux comme le blé, le maïs et le riz. Alors, pour les céréales, ils offrent un régime pauvre en protéines et riche en glucides. Alors, le Kwashiorkor est une forme odémateuse, c'est-à-dire caractérisée par la présence d'œdème. L'œdème, c'est l'accumulation de liquide dans différentes parties du corps qui va provoquer une enflure de la partie affectée. Alors, les signes cliniques distinctifs du Kwashiorkor sont l'hypoalbuminémie, l'œdème et la stéatose hépatique. L'hypoalbuminémie, elle résulte d'un apport insuffisant en acides aminés, de sorte que la synthèse hépatique de l'albumine et d'autres protéines comme la transférine, l'hémoglobine est altérée. Alors dans hypo, c'est-à-dire on a hypoalbuminémie, c'est-à-dire que le taux d'albumine dans le sang, il est faible, il est en dessous de la normale. Alors l'albumine, c'est la majeure protéine du plasma. Elle constitue à peu près de 50 à 65% des protéines plasmatiques. C'est une protéine soluble qui est synthétisée par le foie. Alors, le deuxième signe, ce sont les œdèmes. Les œdèmes, ils sont dus à une infiltration séreuse, c'est-à-dire du sérum, dans divers tissus, en particulier les tissus sous-cutanés et sous-muqueux. Ceci va se révéler au niveau de la peau
par un gonflement indolore, c'est-à-dire qui n'est pas douloureux et qui peut garder quelque temps l'empreinte du doigt. Alors, l'œdème est dû au moins en partie à une diminution de la pression oncotique dans le plasma suite à l'hypoalbuminémie. La pression oncotique, c'est la pression osmotique due aux protéines et qui est de 28 mm de mercure. Alors, l'œdème, c'est le signe le plus constant. Alors, c'est un œdème qui débute habituellement aux extrémités inférieures, mais il va s'étendre aux bras, aux jambes, à l'abdomen, ce qui va donner un grand ventre protubérant, c'est-à-dire qui fait saillie comme une bosse, et au visage, ce qui va donner un visage bouffi, c'est-à-dire grossi, ballonné. Alors, cet œdème, il est bilatéral et indolore, c'est-à-dire on le retrouve de façon symétrique dans les deux parties du corps, et indolore, c'est-à-dire il n'est pas douloureux. Alors, on a ici un enfant qui présente atteinte de Kwashiorkor. On remarque que cet enfant a un œdème visible sur ses pieds et sur ses jambes. Donc, les pieds et les jambes sont tuméfiés, c'est-à-dire gonflés. Alors, ici, on a un enfant aussi atteint de Kwashiorkor. Alors, cet enfant souffre d'un œdème généralisé. Alors, les pieds, les jambes, les mains, les bras et le visage sont gonflés, sont tuméfiés. Alors, l'œdème s'étend également à l'abdomen, d'où un grand ventre protubérant, c'est-à-dire qui sort comme un ballon qui fait saillie. Alors, le troisième signe, c'est la stéatose hépatique ou stéatose du foie. Elle désigne une accumulation de triglycérides dans le cytoplasme des cellules du foie appelées hépatocytes. La cause profonde de la stéatose est un déséquilibre entre les triglycérides synthétisés par la cellule hépatique, c'est-à-dire par l'hépatocyte, et leur évacuation dans le sang. Alors, l'évacuation dans le sang se fait sous forme de lipoprotéines, les VLDL, les lipoprotéines de très faible densité, very low densité lipoprotéines en anglais. Alors, c'est quoi le VLDL? C'est l'association de triglycérides et d'un transporteur protéique appelé apoprotéine. Alors, lors du Kwashiorkor, suite bien sûr à la carence en protéines, l'hépatocyte ne pourra plus fabriquer la protéine transporteuse des triglycérides, d'où leur accumulation dans le foie. Donc, l'altération de la synthèse des protéines dans le foie, combinée à un apport en glucides suffisant pour assurer la synthèse des lipides, va conduire à l'accumulation des triacylglycérols dans le foie, d'où l'installation de la stéatose hépatique. Alors, parmi les autres signes cliniques du Kwashiorkor, on a la perte de poids. Il y a une perte de poids, mais qui peut être masquée par les œdèmes, ce qui fait que l'enfant paraît gros, de sorte que les parents le croient en bonne santé. Il y a également des troubles digestifs,
Dans le kwashiorkor, les troubles digestifs sont constants. Alors, en effet, la digestion intestinale se fait très mal car les glandes manquent d'acides aminés pour fabriquer les enzymes digestives au niveau du pancréas et du tissu intestinal, d'où des diarrhées intermittentes, c'est-à-dire entrecoupées, discontinues, qui vont contenir des aliments non digérés. Alors, parmi les autres signes moins constants du kwashiorkor, on a une modification de la chevelure qui devient lisse, clairsemée, c'est-à-dire peu dense, peu abondante et dispersée, et qui s'arrache facilement. L'enfant présente aussi des troubles psychologiques. Alors, l'enfant, il est triste, inerte, il présente un visage fixe sans expression. Alors, il est indifférent à ce qui l'entoure. L'enfant est donc apathique, c'est-à-dire inactif, passif, ne réagit pas, et il repousse tout aliment, c'est-à-dire il est anorexique, il est incapable de se nourrir. Alors, parmi les autres signes moins constants, on a une dépigmentation de la peau et des lésions cutanées, surtout au niveau des plis, qui peuvent faire penser à des brûlures. Donc, des zones décolorées, symétriques, apparaissent sur la peau chez les enfants atteints de kwashiorkor. Donc, pour un récapitulatif concernant le kwashiorkor, d'où vient le kwashiorkor? Il vient quand l'enfant a un manque d'aliments de construction, c'est-à-dire de protéines. Donc, les cheveux sont clairsemés, fragiles et dépigmentés. L'enfant, il est apathique, c'est-à-dire il ne réagit pas, il n'est pas actif. Il ne veut pas manger, il est anorexique. Il présente un gros foie suite à l'accumulation des triacylglycérides dans le foie, c'est-à-dire il présente une stéatose hépatique. Il présente une dermatite, c'est-à-dire une dépigmentation de la peau, et aussi des brûlures, d'accord, en forme écaillée. Alors là, d'accord, on a un œdème, c'est un œdème qui est indolore et il reste un creux après la pression du doigt sur la peau. Donc, le kwashiorkor est entièrement prévenu si l'alimentation des enfants est bien équilibrée avec des apports suffisants en protéines et en acides aminés essentiels. Alors, cette figure résume certains des mécanismes impliqués dans la physiopathologie du kwashiorkor. Donc, un apport alimentaire pauvre en protéines et riche en glucides va provoquer une carence en acides aminés, d'où la diminution de la synthèse de différentes protéines comme l'hémoglobine, la transférine et l'albumine, l'installation d'une hypoalbuminémie qui contribue à la formation d'œdème suite à la diminution de la pression ocontique, d'où un abdomen ballonné. D'autre part, on a des précurseurs suffisants pour la synthèse des graisses avec une diminution de la synthèse protéique. Donc là, la protéine transporteuse des triglycérides ne peut pas être synthétisée, les triglycérides ne peuvent pas être évacués dans le sang, ils s'accumulent dans la cellule hépatique, d'où la stéatose hépatique. Donc le foie augmente de volume au fur et à mesure que les triglycérides s'y déposent, d'où une hépatomégalie modérée, c'est-à-dire l'augmentation du volume ou bien de la masse du foie. Alors, on va passer à la deuxième forme clinique de la malnutrition protéino-calorique qui est le marasme. Alors, le marasme
est la caractérisation d'une carence d'apport en énergie. Il résulte d'une restriction alimentaire sévère et prolongée qui ne se limite pas seulement aux protéines, mais qui concerne tous les aliments. Il s'observe surtout chez les enfants jeunes suite à une insuffisance du lait maternel ou encore à une alimentation exclusivement lactée prolongée au-delà de 6 mois sans complément de nourriture solide. Alors, le marasme est une forme sèche, c'est-à-dire qui ne présente pas d'œdème. Alors, quels sont les signes cliniques du marasme? Le marasme est caractérisé par un poids très bas par rapport à l'âge du sujet, une fonte des muscles musculaires, une perte des tissus adipeux sous-cutanés et une absence d'œdème. On a dit que le marasme est une forme sèche. Alors, le principal symptôme du marasme, c'est la perte ou bien la déperdition en graisse et en muscles. Alors, le sujet, il est très maigre, le visage émacié, c'est-à-dire amaigri. Il n'y a que les os du visage qui apparaissent, ce qui va lui donner l'aspect d'un vieillard. Il a la peau pendante, c'est-à-dire qu'il retombe vers le bas, surtout au niveau des fesses, donnant l'impression qu'elle est plus grande que le corps. Alors, on dit qu'il n'a que la peau sur les os, la graisse et les muscles ayant été utilisés pour la production d'énergie en l'absence d'un apport exogène de cette dernière. Alors, ces photos montrent un enfant atteint de marasme de face et de dos. Alors, de face, regardez, ses côtes sont visibles, les os du visage sont nettement apparents. De dos, on voit clairement les côtes et la colonne vertébrale. Alors, remarquez les plis de peau sur les fesses et sur les cuisses de l'enfant. Alors, à l'inverse du kwashiorkor, les enfants atteints de marasme restent souvent vifs et alertes malgré leur état de santé et expriment une envie permanente de manger. Alors, un récapitulatif concernant le marasme. D'où vient le marasme? Il vient quand l'enfant a un manque global de tous les aliments. Alors, on a un visage de petit vieux, la graisse et les muscles du visage ont disparu, ce qui fait qu'il ne reste que les os. Il n'y a plus de graisse sous la peau, on a une fonte extrême des muscles et on a une insuffisance de poids qui est énorme et c'est un enfant qui réclame tout le temps de la nourriture, il a constamment faim. Donc, les principales différences entre le kwashiorkor et le marasme sont résumées dans ce tableau. Dans le kwashiorkor, on a une présence importante d'œdème. Au niveau du marasme, on a dit que c'est une forme sèche, ces œdèmes sont totalement absents. Le kwashiorkor, on a une hypoalbuminie qui peut être sévère. Au niveau du marasme, on n'a pas d'hypoalbuminie. Le taux d'albumine, il est normal dans le sang. L'enfant qui présente le kwashiorkor présente une stéatose hépatique due à l'accumulation des triacylglycérides dans le foie. Un enfant marasmique ne présente pas de stéatose hépatique.
Alors, dans le Kwashiorkor, l'atrophie musculaire, elle est soit absente, et si elle existe, elle est modérée. Par contre, chez l'enfant marasmique, on a une fonte extrême des muscles, c'est-à-dire l'atrophie musculaire peut être très très grave. Alors, les réserves lipidiques de l'organisme peuvent être diminuées chez l'enfant Kwashiorkor comme ils peuvent être normaux. Chez l'enfant marasmique, les réserves lipidiques n'existent plus, ils sont absents. Il y a une fonte du tissu adipeux. L'enfant avec le Kwashiorkor, il est apathique, c'est-à-dire il est inactif, passif, ne réagit pas. Par contre, l'enfant marasmique, il présente une grande vivacité, il est très vif, il est très actif. Alors, au cours du Kwashiorkor, l'enfant présente une anorexie, il est incapable de se nourrir. Par contre, l'enfant marasmique, il exprime une envie permanente de manger. Alors là, ce sont des photos qui montrent les principales différences entre le Kwashiorkor et le marasme. Regardez, l'enfant marasmique, il présente un poids très diminué, d'accord? On a dû à la fonte musculaire et la disparition du tissu adipeux. L'enfant atteint de Kwashiorkor, il paraît gros, il a un aspect bouffi, gonflé, ballonné, suite à l'accumulation des liquides dans différentes parties du corps, ce qui lui donne un aspect bouffi dû à la présence des œdèmes. Regardez les œdèmes au niveau du pied. Alors, la troisième forme de la malnutrition protéino-calorique, c'est le Kwashiorkor marasmique. Alors, c'est une forme combinée de Kwashiorkor et de marasme caractérisée par l'apparition des symptômes de ces deux affections. On a une maigreur extrême associée à la présence d'œdème notamment. Alors, le plus souvent, un très jeune nourrisson atteint de marasme est soumis à un sevrage trop brutal. De ce fait, et de l'alimentation glucidique pure, apparaissent les signes rapides du Kwashiorkor. Alors, plus rarement, au cours du Kwashiorkor très précoce, une maladie brutale et sévère, telle qu'une diarrhée grave ou une rougeole, va conduire au marasme nutritionnel. Alors ici, on a un enfant atteint de Kwashiorkor et marasme. Regardez, il présente un œdème modéré visible sur ses pieds et la partie inférieure de ses jambes. En même temps, on note une grave émaciation de la partie supérieure de ses bras et ses côtes comme ses clavicules sont nettement visibles. Alors la clavicule, c'est l'os qui relie le sternum à l'omoplate. Alors, signalons, d'accord, que dans ces différentes formes de malnutrition protéino-énergétique, le système immunitaire est très déprimé, il est altéré, notamment les fonctions des lymphocytes. Les lymphocytes, ce sont les lymphocytes synthétisés au niveau du thymus et qui jouent un rôle très important au niveau de l'immunité cellulaire, c'est-à-dire les bactéries et les cellules cancéreuses sont détruites par ces lymphocytes par un mécanisme qui est complexe. Donc, les sujets atteints de MPE sont très sensibles aux infections, comme par exemple la diarrhée, ce qui va aggraver la situation en imposant à l'organisme une dépense métabolique supplémentaire, comme par exemple lors d'un accès de fièvre.